puisque aujourd'hui il est difficile stratégiquement, il est prouvé, de pouvoir imposer de l'artillerie lourde dans les zones occupées, parce que c'est nous qui perdrons doublement. Quand une guerre asymétrique ne se gagne pas forcément comme ça. Puisque la RDC est le seul État qui subit les affres de la guerre, puisqu'aujourd'hui il est établi par différents rapports que le Rwanda soutient, et qu'aujourd'hui, par les dynamiques sous-régionales, on s'est rendu compte que le Rwanda se fait parrain, ou Kagame se fait parrain du M23, en tant qu'État, on a le droit de se comporter comme un État voyou, de par notre politique extérieure. Comme un État voyou, hein. Prenons le FDLR, c'était un mouvement qui n'existe plus. Bon, le FDLR, on va justifier encore le prétexte du Rwanda. On est en tant qu'État, tel que le Rwanda le fait, imposer une guerre à Gisenyi. Si on tire 2, 3, 4 fois, 2 mouvements, il dit, bon écoute, vous nous imposez de discuter avec le M23, discuter aussi avec, par exemple, les appels sales. Lui, il va dire au M23, quand vous allez, voici le terme des références. Il faut négocier ça, ça. Nous aussi, on dit à nos mouvements rebelles. Quand vous arrivez là, voilà les termes de négociation. À part égale, on vient sur une table, on dit, vous vous retirez de chez nous, nous nous retirons de chez vous. Donc, il faut jouer à son jeu. Israël nous a prouvé à suffisance. Il faut les armer. Tout ça, c'est de l'argent. Vous savez, on est classé quantième en Afrique. Est-ce que le Congo a un problème de logistique? Logiquement, notre armée est plus puissante que celle de... Est-ce que nous, on a un problème de logistique? Non. C'est plutôt là où je peux rejoindre ton point de vue, c'est qu'il faut perfectionner le renseignement parce que c'est le plus grand de travail qu'il faut faire à l'extérieur. L'infiltration, il faut commencer par là. Il faut qu'on arrive ici à créer un rapport de force. Il nous impose une guerre, il est dans la profondeur stratégique. Le rapport de force semble être inévitable. C'est inévitable, surtout quand on sait que c'est une guerre où il y a un menu fretin devant, mais derrière il y a des baleines et des gros poissons. C'est-à-dire qu'il faut commencer par effacer d'abord l'interface, un peu comme on a fait avec Joseph Désiré Mobutu, par le soutien des autres, et qu'aujourd'hui on s'est dit, bon écoutez, vous misez sur le Rwanda ne peut pas militairement tenir face à nous, maintenant on est prêt à négocier, jouer ce rôle-là. Qu'est-ce que vous voulez chez nous? Oui, il faut s'imposer. Il faut jouer son jeu. S'imposer. Et je crois que comme il est dans la profondeur stratégique, jouons à ces jeux-là. Allons dans la profondeur stratégique. Imposons une guerre au Rwanda qui n'est qu'une infime partie du territoire congolais. 2, 3, 4 fois, 2 chaos. C'est vrai que le monde nous dira c'est une minorité, les gens voudront venir à sa rescousse. Mais je crois que dans la profondeur stratégique, on saura comment négocier parce qu'aujourd'hui, les portes des différents salons au niveau international nous sont ouvertes. On viendra avec arguments et présenter que cette guerre a assez duré. Les intérêts que vous pouvez prendre là-bas, nous, on peut vous les donner. Comme vous les preniez à l'époque de Joseph Désiré Mobutu. Comment dire des nouvelles donnes exogènes au conflit qui peuvent venir peser. Et demain, on se retrouve en train de discuter directement avec le... comment dire... La preuve, c'est le fait d'accepter de se retrouver autour d'une table avec Kagame, ça veut dire qu'il y a eu des donnes qui ont fait changer la position de la RDC. Ça peut changer demain. Ça peut arriver. Je suis bien d'accord avec ça. Mais cependant, je relève ici qu'il fallait qu'on expérimente les deux solutions à la fois. Comme je disais tantôt, peu importe les discours qu'on puisse développer au niveau international, sur le plan diplomatique, mais si militairement, économiquement, vous ne représentez rien, ce discours sera vide. Il ne tiendra pas, il n'aura pas d'effet, il ne donnera pas de résultat. Par conséquent, essayons, comment dire, d'augmenter la puissance des feux des FARDC. C'est vrai qu'il y en a déjà, mais écoutez, pour faire peur, dissuader des ennemis potentiels, il faut l'augmenter. Ce n'est que de cette façon qu'on pourra faire peur dans notre discours. Alors qu'on ira dans des sommets. Alors que le M23 avait reçu l'appui, ou encore avait bénéficié de l'appui de l'armée ougandaise. Cependant, l'autre fois, il y a eu échange entre le président Félix Tshisekedi et Museveni, qui avait rassuré, promis à M. Félix Tshisekedi que les choses vont aller au bon train. Malheureusement... C'est là où je dis que le Rwanda, comment dire, fait le sale boulot. La réalité est que la guerre vient d'ailleurs, des puissances assez colossales que nous et le Rwanda sont là derrière. Est-ce qu'il y a un jeu qui se joue là, ou bien on s'est fait berner carrément? Y compris les Nations Unies sont derrière. Les Nations Unies servent en quelque sorte de comment dire, ce sont les Nations Unies qui comment dire... qui soufflent le chaud, le froid au même moment. Les États-Unis passent derrière les États-Unis, et plutôt derrière l'ONU, pour pouvoir tirer les ficelles dans l'instabilité qu'il y a dans la région de Grand Lac. La France, pareil, l'Allemagne, ainsi de suite. Chacune des grandes puissances qui a des intérêts ici passe par les Nations Unies pour pouvoir tirer les ficelles, maintenir l'instabilité. Ainsi, chacun tire les dividendes pour son économie, mais cependant, pour régler le problème, est-ce qu'il faut négocier avec le Rwanda? Puisque nous savons tous que la guerre a été importée de très loin.
est-ce qu'il faut discuter avec le Rwanda qui ne sert qu'à faire le sale boulot? Voilà pourquoi Tshisekedi avait l'option d'aller discuter ailleurs au niveau international. D'où vient la guerre en réalité? Il faut le dire comme ça. Donc, concrètement... Et quels sont les résultats d'après vous? Donc, évidemment, on se rend compte qu'on fait du surplace. On est en train de tourner autour du pot. La situation n'évolue pas. Par contre, on va dire, ça s'est empiré un tout petit peu. Quoi de plus normal que ce serait Tshisekedi? J'envisagerais d'autres solutions du point de vue militaire. Du genre? Évidemment, écoutez, de nos jours, la situation est telle que même au niveau international, on crée l'équilibre avec l'avènement des Russes ici en Afrique, qui s'implantent ça et là. On peut créer l'équilibre en faisant des alliances avec d'autres puissances qui peuvent comment dire, nous renforcer militairement pour pouvoir discuter d'égal à égal. Bon début de week-end, heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux, comme j'ai dit il y a peu, d'être les vôtres ce matin pour vous parler République, pour vous parler Nation. Vous êtes sage d'ignorer qu'hier, il y a eu de nouvelles mises en place au sein de l'armée. Le chef de l'État a changé, il y a une permutation, s'il faut dire ça comme ça, parce qu'hier, c'est lui qui était le commandant suprême, je vais dire le chef d'état-major de l'armée. Il est devenu le conseiller spécial en matière de l'armée, bien sûr, au niveau de la présidence. Et il y a un autre qui est venu, Badza, voilà. C'est lui le numéro 1 de l'armée à nos jours. Est-ce qu'on peut dire que c'est par rapport aux enjeux de l'heure? C'est par rapport à la situation qui s'y vit à l'est du pays. Voilà pourquoi le chef de l'État a voulu, bien évidemment, changer les choses pour avoir des résultats qui vont satisfaire en retour les Congolais que nous sommes. Nous allons peut-être émettre un point de vue par rapport à ça et nous parlerons également de cette question qui continue à faire couler encre et salive par rapport avec la revision ou le changement constitutionnel. Hier, nous avons suivi un politique qui n'est pas le moindre, à la personne de Délicie Sangra qui pense qu'il n'y a pas lieu, non pas seulement d'échanger la révision de la Constitution, mais aussi de réviser. Alors que vous et nous savons également qu'elle prévoit elle-même sa propre révision, mais par contre, les politiques et les opposants surtout pensent que l'opportunité ne se présente pas pour que le régime actuel puisse réviser la Constitution, vu la situation de l'Est, vu l'insécurité, vu l'occupation, vu la guerre. Donc, on ne peut en aucun cas toucher la Constitution. D'ailleurs, ils estiment que le chef de l'État envisage déjà un troisième mandat ou encore un nouveau mandat. Nous allons vous parler de tout ça, nous allons vous éclairer, n'est-ce pas, en termes d'analyse par rapport aux questions évoquées. Alors, pour ce faire, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir pour vous des invités qui, du reste, sont journalistes et reçus en qualité d'analystes politiques. De l'autre côté, nous avons Mike Gardidiana, que vous connaissez, et Cissé et Traoré. Ensemble, à bateau rompu, pendant 50 minutes, nous allons bien évidemment vous donner la lumière ou encore les éclairages par rapport aux questions. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par Traoré Cissé, à qui j'ai dit bon début de week-end et merci d'être des nôtres ce matin. Merci Gaylor de l'invitation. Salutations aux nombreux téléspectateurs de la RTS 1 et de cette célèbre émission. Salutations à Mike aussi. Et évidemment, des questions qui touchent à la nation ne nous laissent pas de répit. On ménage aucun effort pour pouvoir répondre à l'invitation et discuter des questions qui concernent la RDC, pourvu que l'intelligence que nous allions dégager puisse servir, n'est-ce pas, à ceux qui ont les manettes du pays entre leurs mains. Merci encore pour la disponibilité en tout cas, merci d'être là. Gardi Mike Diana, merci et bon vendredi à vous. Merci Guelor, je crois que je réitère le souhait que vous venez de me présenter et merci pour la. En même temps, joyeux Noël, parce que l'année touche à sa fin déjà. Merci, meilleur vœu. Traoré, c'est est-ce que ça vous êtes concerné par rapport à la fête de Noël? Bref. Vous avez la parole, cher ami. Je disais merci et bonne fête de Noël et de fin d'année à vous également et à l'ensemble de la grande équipe RTVS et à des milliers de Congolais. Alors, si c'est Traoré, vous et moi avions suivi cette nouvelle mise en place, comme j'ai dit à l'entame, au sein de l'armée. D'après vous, c'est pour quelle finalité? Est-ce qu'on peut dire qu'à l'Est, ça urge et que l'armée congolaise n'arrive peut-être pas à donner les résultats satisfaisants? Du coup, le chef de l'État a levé l'option de permettre encore de changer carrément la commande. J'ai suivi, c'est vrai. Je ne vais pas utiliser les mêmes vocables que toi pour insinuer que l'armée n'arriverait pas à donner les résultats qu'on attend. On est dans les scies, on n'affirme rien. Mais plutôt, je vais dire que le changement des commandants à la tête de l'armée suppose aussi comment dire, des nouvelles directives. Est-ce que nous sommes en train d'aller vers une confrontation
direct avec le Rwanda sur le plan sur terrain, je ne sais pas, mais ça suppose beaucoup de problèmes. Ça n'insinue pas que ceux qui étaient sur place ont échoué, mais c'est peut-être que ça présage une nouvelle donne dans la façon de faire, parce que je suis de ceux qui estiment que peu importe ce que vous implémentez comme effort diplomatique, ces efforts sont tributaires de votre puissance de feu. Quoi que vous puissiez développer comme discours diplomatique, évidemment, leur réussite ou sa réussite dépendra de ce que vous représentez comme force militaire dans la région ou même économique. Donc, je pense que c'est dans la logique de pouvoir implémenter les deux solutions à la fois, c'est-à-dire le terrain diplomatique et en même temps militaire, que le chef de l'État a décidé de faire cette mise en place. Je crois que ça va dans la logique d'implémenter les deux à la fois. Mais diplomatique, est-ce qu'on peut parler de l'échec, dans le sens où Kagame l'autre fois était quasi absent à Luanda? Est-ce qu'on peut dire que sur le plan diplomatique, c'est carrément de l'échec, ou bien il a fait montre de sa mauvaise foi peut-être? J'estime que Tshisekedi est resté droit dans sa logique, celle de, comment dire, d'éviter le prétexte au Rwanda. Déjà, il faut mentionner ici que l'invitation émanait indirectement de l'Union africaine, parce que c'est celle-ci qui a désigné, via le président angolais, oui. C'est celle-ci qui a désigné ce médiateur, et que par respect à celui-ci, il fallait d'abord répondre. Peu importe la position du Rwanda, il fallait d'abord répondre à l'invitation du médiateur pour d'abord, par respect à l'Union africaine. Est-ce que Kinshasa ne savait pas que Kagame n'allait pas être là au lieu de se déplacer, d'effectuer ses déplacements? Est-ce que nous allons, en fonction des attitudes de Kagame, implémenter notre diplomatie? Nous nous comportons comme nous estimons que ça nous va, pas en fonction des humeurs de Kagame. Kagame peut ne pas venir, mais si nous estimons que dans notre logique de ne pas être un État voyou, il faut que l'on respecte comment dire, les organisations sous-régionales auxquelles nous sommes partis, c'est notamment SADC, l'Union africaine, que sais-je encore, qui sont, comment dire, propriétaires de ce processus de Luanda. C'est dans ce sens-là que Tshisekedi se devait de répondre. Et je crois qu'il est resté dans sa logique de vouloir vider le prétexte Rwanda. Arrivé sur le lieu, vous avez vu que Kagame n'a pas pu venir, et déjà la veille, vous avez évidemment appris que lors de la rencontre des ministres des Affaires étrangères, la partie rwandaise avait commencé à soulever de prétextes, cherchant à rajouter dans l'ordre du jour des questions qui ne devaient pas. Donc, bref, c'était des atermoiements inutiles qui, pour eux, pouvaient servir à ce que les choses soient davantage retardées. Nous analysons, mais il fallait les amener à bout. Mais du fait qu'on a vu les prétextes, comme vous avez dit, les amener à bout, d'après vous, vos analyses propres et vous en tout cas, ça serait quoi la suite? Est-ce qu'il faut vraiment cette fois-ci montrer de quoi nous sommes capables sur le terrain en termes de force, oui, ou bien comment on peut s'y prendre cette fois-ci, du fait qu'on a vidé les prétextes comme vous avez dit à Paul Kagame? Oui, je reste dans la même logique. Je vais arriver à ce que à ta dernière relance là, je vais arriver. Mais cependant, j'étais en train d'affirmer que la logique était de vider le prétexte au Rwanda. Les gens se demandent comment est-ce que Tshisekedi, qui avait tantôt promis de ne plus jamais parler à Kagame sur des questions qui concernent l'histoire de l'Est, comment a-t-il accepté de reprendre le chemin de Luanda? J'estime que les questions, comment dire, des relations internationales sont très délicates. Ça ne dépend pas forcément de la bonne volonté du Rwanda ou de la RDC. Kinshasa peut bien avoir décidé de ne plus parler à Kigali, mais écoutez, puisque ça ne dépend pas que de votre deux volontés exclusives, il y a des implications exogènes qui peuvent venir d'ailleurs de certaines puissances amies. Des injonctions d'après vous? Non. Ceux qui comprennent la dynamique des relations internationales comprennent ce que je suis en train de dire. Oui, on comprend ce que je suis en train de dire. Il peut s'agir des conseils, des interventions. Je n'ai pas fait allusion aux injonctions. Ça peut venir des puissances amies avec qui vous êtes en bon terme, qui peuvent vous faire raisonner en attendant qu'ils s'impliquent pour pouvoir vous y êtes, malheureusement, la personne n'est pas venue. Laissez-moi quand même évoluer dans le raisonnement. Je disais ceci. Il n'est pas exclu que des puissances extérieures au conflit viennent intervenir avec des conseils pour vous faire raisonner.
Et ça peut changer de position. Oui. Et c'est peut-être ce qui a fait que Kinshasa accepte une énième fois de reprendre le chemin de Luanda. Évidemment, c'était dans l'idée de vider le prétexte. Kinshasa peut avoir dit, mais écoutez, je connais le gars, même si on se rencontrait cette fois-ci, je connais sa mauvaise foi, il ne va pas céder. Donc, pour vous donner raison, mais vider le prétexte de l'autre côté, je vais y aller quand même, et vous verrez que le gars ne viendra pas. C'est ce qui est arrivé. Tshisekedi a eu raison, Kagame a fui. Mais maintenant, comme je disais tantôt, il faut implémenter les deux solutions à la fois, et diplomatique et militaire. Parce que quoi que vous puissiez dire sur le plan diplomatique, ça n'aura pas d'effet si militairement ou économiquement vous n'êtes pas puissant. Alors, on va Donc, passer la parole je à crois Gardi. que, comme pour revenir, pour conclure, parce que c'est un peu dans le sens d'affirmer que les mises en place qui ont eu lieu hier peuvent avoir à voir avec les dernières conclusions de Luanda. Ah, il peut y avoir lien. Hein? Ok. Diana Mike Gardi, vous avez suivi l'intervention de Cissé Traoré. Avec vous, nous allons faire d'une pierre deux coups dans des questions de moment, comme on a fait discuter. Mise en place au niveau de l'armée, vous avez suivi la question déjà au départ. Deuxième question, c'est un rapport avec cette tête-à-tête qui n'avait pas eu lieu l'autre fois à Luanda entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Donc, je pense que c'était du sabotage, c'était vraiment une gifle diplomatique. Mais je vais dire comment vous analysez la situation. Du coup, vous avez la parole. Je commence par le premier sujet. Je pense que quand il y a mise en place au niveau de l'armée qui est la grande muette, ça veut dire qu'il y a forcément changement de stratégie, c'est une certitude. Mais deuxièmement, aujourd'hui, il y a une forme de permutation. Personne ne saura dire quelle est l'orientation prise dans la mesure où, pour moi, ça semble être une permutation. Le chef d'état-major général rejoint le conseil militaire dans la maison militaire du chef de l'État, et c'est lui qui était chef militaire adjoint de la maison civile en charge des opérations et renseignements. Reprend sa place à la tête. Ça veut dire qu'il y a forcément changement de stratégie. Donc pour moi, on attendra voir les résultats, mais je rappelle que cette question de la guerre de l'Est, notamment, si vous voulez des justificatifs, le général Chiwewe avait pour mission de contenir l'avancée du M23. Ce qui veut dire que sur terrain, la situation a évolué, mais dans le mauvais sens pour nous. Et qu'aujourd'hui, c'est lui qui arrive, on attendra quelles sont les missions lui assignées pour voir est-ce qu'il sera à même de pouvoir apporter les résultats. Maintenant, sur la deuxième question, je le rappelle ici, je le disais dès le départ, les gens ne voulaient pas le comprendre. Le rapport entre États aujourd'hui est fait des rapports de force. Ça veut dire que tout dépend, votre capacité de dissuasion répond à votre capacité de vous imposer dans une discussion et dans une négociation. Le problème, c'est que nous, on compte sur la bonne foi. Ce n'est pas l'Église. Aujourd'hui, dites-moi, quel est l'élément sur terrain qui avait évolué pour finalement que le Rwanda, qui depuis toujours refusait de retirer ses militaires, puisse accepter de le faire maintenant? Quel est cet élément que la RDC a brandi ou présenté par la médiation pour justifier une telle position? Moi, je ne le voyais pas. À la limite, même s'il y avait eu tripartite, je doute fort qu'il y aurait eu évolution dans l'opposition des uns et des autres. Parce que la RDC a fait un fixisme et dit « Niet, moi je ne négocie pas avec le M23, c'est ça ma condition. Et si vous voulez que je puisse négocier avec vous, commencez par retirer vos troupes sur mon sol. » C'est ça la position de la RDC connue depuis le départ. Mais aujourd'hui, le comble encore, parce que ces mouvements rebelles, juste avant la tripartite, gagnent plus de terrain. Et c'est justement dans la dynamique de ces rapports de force qu'ils ont estimé que fort de notre opposition, on peut faire évoluer les débats. Mais dans le fond, Guelorquet, malheureusement, ces documents n'existent plus sur Internet, on l'a retiré. J'ai eu la chance de garder une copie de la Convention de Kigali. Quand vous regardez cette convention, vous voyez le schéma tel que défini. Avant, je pensais que c'était un document farfelu qui pouvait... Mais aujourd'hui, le schéma nous emmène droit vers les murs. Dans la disposition 5, il est nettement écrit que l'idée aujourd'hui est de créer une forme de blocage à ces niveaux-là pour faire imploser la situation. Et vous vous rendez compte que Kagame se comporte en tant que tel. Troisième élément stratégique. Ce que Kagame veut présenter au monde et à la sous-région, c'est que s'il n'y a pas compromis, ce n'est pas du fait du Rwanda, mais de la RDC. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le terme des négociations finir avec le ministère des Affaires étrangères, trouve un compromis, mais en dernière minute, il place des incises qui, à première vue, semblent ne pas être problématiques. Par exemple, et il y a des jurisprudences, depuis toujours, la RDC avait opté pour la solution de compromis et compromission en discutant avec le mouvement rebelle, et le Rwanda pense réinsérer. Nous, on veut bien se retirer, mais que la RDC puisse accepter de négocier directement avec le M23.
C'est une disposition à première vue où pour les gens, ça dirait, ben, c'est pas fatal. Si on veut stopper des vies, si on veut arrêter les massacres à l'Est, acceptons de négocier et puis on va retrouver la paix. En fait, stratégiquement dans la communication, il réussit à faire de la RDC le problème ou le blocage dans la dynamique des peuples qu'on veut engager au niveau de la sous-région, que c'est le Rwanda. Pas lors de la rencontre justement, du 25 novembre justement, des Affaires étrangères à Goma. Justement, c'est ce que je dis. Pas tort, voilà. Ça n'existait pas, mais fort de son Parce que, position, comme il a dit, c'est aussi vrai, fort de son position sur terrain, donc il n'y aura pas de négociations avec le 23. Fort de son position sur terrain, il a estimé légitime de pouvoir insérer d'autres dispositions et nous mettre à genoux. Et c'est là où je dis que la seule façon pour nous de pouvoir aller tête haute dans ces discussions, c'est engager une dynamique militaire. Quel est l'intérêt de Kagame de nous pousser à négocier avec le M23? Qui gagne L'intérêt, c'est maintenir le statu quo. Avoir une paix factice qu'on a depuis toujours. J'ai toujours dit aux gens, vous savez, aujourd'hui, si vous voulez avoir une paix, un semblant de paix comme autrefois, les Boussaniamou ici sont là, ils connaissent. Autrefois, quoi? Vous parlez de 2013? Même 2013. Il y a eu une négociation préalable avant que le militaire n'aille conquérir les terres. Ouais. Et le complexe, c'est quand on a fini, on s'est retrouvé autour d'une table pour négocier et faire des concessions. Et ça, c'est une dynamique internationale. Le monde entier, suivez les discours des cadres des Nations Unies, notamment le secrétaire général Antonio Guterres, vous verrez que l'objectif, c'est de nous pousser vers une négociation parce que la négociation nous permet de faire des compromis qui permettent à l'économie mondiale et à ceux qui tirent des ramifications, notamment le Rwanda, de pouvoir maintenir leurs différentes bases. L'idée aujourd'hui, c'est que si on va sur l'approche militaire, les États-Unis l'avaient déjà dit quand le Ouazalène a commencé les attaques. Il y a eu un communiqué du département d'État que cette situation menaçait les intérêts des États-Unis. L'idée ici, c'est de permettre à l'RDC, oui, vous voulez la paix, oui, mais cette paix-là doit se faire au nom d'un compromis. C'est quoi le compromis? Encore ce laissez-nous. Nanga joue le jeu de Kagame. Mais quand il vous dit faut négocier avec le M23, quel est l'argument? Est-ce que c'est un mouvement congolo-congolais avec ses alliés congolais qui revendiquent des problèmes politiques? L'idée, c'était de congoliser cette affaire alors qu'on sait que ce mouvement... Non, c'est un pari gagné pour non, pas un pari gagné. Jusque-là, il est dans sa stratégie. C'est pas un pari gagné. Il est dans sa stratégie. C'est à nous de pouvoir briser. Parce que le Rwandais est dans une profondeur stratégique où il impose la guerre chez nous, il congolise la guerre, pourtant lui tire des dividendes derrière, et fait un effort de faire passer la RDC pour l'État à problème. Et c'est ça sa stratégie. Mais justement, la question c'est est-ce que c'est le Rwanda qui impose la guerre? Je vais revenir. Est-ce que c'est le Rwanda qui impose la guerre? Oui. La réponse est non. Si, c'est le Rwanda qui nous impose la guerre. Pourquoi non, il dit oui? La guerre a été importée. Qu'il évolue alors. Loin. Et il le sait. Non, je ne parle pas d'importer, je parle d'imposer la guerre. Mais justement. C'est le Rwanda. La preuve, c'est que si on veut aller à une tripartite pour négocier le retrait du mouvement des troupes du Rwanda, ça veut dire que c'est un acteur, le Rwanda est devenu un acteur majeur dans cette guerre. La guerre ne vient pas du Rwanda, certes, mais c'est l'homme de main. Mais nous l'approche militaire, l'approche militaire, là aussi, présent, l'armée ougandaise aussi présente. S'il vous plaît, pas le commanditaire, ne politisons pas, le propriétaire. S'il vous plaît, si c'est parce que l'armée ougandaise aussi pour quelque chose. Cet argumentaire est facile. Dans le jeu international, nous le savons tous. C'est le principe de la commission. Le Rwanda négocie au nom de la RDC. Le Rwanda s'est fait l'intermédiaire de la RDC. Le Rwanda impose une dynamique militaire qui lui permet d'établir un pont avec les autres qui économiquement en profitent. En tant qu'État aujourd'hui, ces gens ne s'alisent pas les mains. Le rôle que le Kagame a joué, Mobutu l'a joué autrefois. Kagame a renversé la tendance. Ça veut dire qu'à ces niveaux-là, les enjeux sont permutables. Et c'est à nous de pouvoir le faire. Donc ça veut dire que le Rwanda est l'acteur militaire sur terrain, mais on sait que derrière, il a le soutien des uns et des autres. Si on veut changer ces rapports de force, militairement, commençons par récupérer cette posture-là de géant au niveau de la sous-région et négocions direct avec les autres sur les questions de l'exploitation de ressources. Négocions direct avec les autres. Moi, j'ai fait allusion plus au M23. Si c'est Traoré, négocier avec le M23, c'est vrai, je répète, parce que pour ceux-là qui nous suivent, ils savent déjà que la position de Kinshasa est connue, qu'il n'y aura en aucune fois. Bon, c'est vrai, ça peut aussi changer. Mais toujours est-il que, jusqu'ici, Kinshasa ne pense même pas échanger ou négocier avec le M23. Mais du moins, Kagame nous envoie vers le M23 pour aller échanger. Y a-t-il pas moyen de négocier avec le M23, mais tout en déjouant le jeu de Kagame? Pensez-vous que ça sera impossible? Il n'est pas exclu que demain la donne puisse changer pour qu'on discute avec le M23. Il n'est pas exclu. Cependant, lorsque Mike disait que la position de Kagame, plutôt du Rwanda, de vouloir... Qui du Rwanda dit Kagame, de vouloir comment dire, rajouter des points à l'ordre du jour, alors que ce n'était pas prévu lors de la rencontre du départ du 25 novembre à Goma, nous présente, nous, la RDC, comme blocage dans les résolutions du conflit. Alors que non, tout le monde sait que la prochaine rencontre du Rwanda
est tributaire de ce qui s'était dit le 25 novembre à Goma. Lorsque les ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés à Goma, ils ont élaboré une sorte de feuille de route qui devra guider protocole d'accord. Voilà, les prochaines étapes. Mais comme dans ce protocole d'accord ne figurait pas l'ordre du jour selon lequel on devrait discuter directement avec le 23, et que c'est le Rwanda qui l'insère, et toute personne épris de bon sens sait que c'est le Rwanda qui représente un blocage. Ce n'est pas notre problème à nous. Non, on n'avait pas dit le contraire par rapport à ce qu'a dit on s'en Mike. tient à ce que... C'est l'impression que le Rwanda avait donné à l'humanité. Que c'est pas à nous, c'est pas aux gens de bon sens, mais c'est à ceux qui décident sur cette guerre-là, que c'est nous le blocage. Mais nous, on sait le comprendre, mais c'est ça sa stratégie. Par quelle magie nous paraissons comme blocage si nous nous en tenons voilà pour à la feuille de route voilà pour poser la question de savoir, y a-t-il pas moyen de déjouer le projet ou encore... vous ne me contredisez pas, ça c'est la stratégie du Rwanda. Comme je disais tantôt, ce n'est pas exclu que demain on puisse discuter. La dynamique est telle qu'il peut y avoir, comment dire, des nouvelles donnes exogènes au conflit qui peuvent venir peser. Et demain on se retrouve en train de discuter directement avec le... comment dire... La preuve c'est le fait d'accepter de se retrouver autour d'une table avec Kagame, ça veut dire qu'il y a eu des donnes qui ont fait changer la position de la RDC. Ça peut changer demain. Ça peut arriver, je suis bien d'accord avec ça. Mais cependant, je relève ici qu'il fallait qu'on expérimente les deux solutions à la fois. Comme je disais tantôt, peu importe les discours qu'on puisse développer au niveau international, sur le plan diplomatique, mais si militairement, économiquement, vous ne représentez rien, ce discours sera vide. Il ne tiendra pas, il n'aura pas d'effet, il ne donnera pas de résultat. Par conséquent, essayons, d'augmenter la puissance de feu des FRDC. C'est vrai qu'il y en a déjà, mais écoutez, pour faire peur, dissuader des ennemis potentiels, il faut l'augmenter. Ce n'est que de cette façon qu'on pourra faire peur dans notre discours. Alors qu'on ira dans des sommets. Alors que le M23 avait reçu l'appui, ou encore avait bénéficié de l'appui de l'armée ougandaise. Cependant, l'autre fois, il y a eu échange entre le président Félix Tshisekedi et Museveni, qui avait rassuré, promis à M. Félix Tshisekedi que les choses vont aller au bon train. Malheureusement... C'est là où je dis que le Rwanda, fait le sale boulot. La réalité est que la guerre vient d'ailleurs, des puissances assez colossales que nous et le Rwanda sont là derrière. Est-ce qu'il y a un jeu qui se joue là, ou bien on s'est fait berner carrément? Y compris les Nations Unies sont derrière. Les Nations Unies servent en quelque sorte ce sont les Nations Unies qui soufflent le chaud, le froid au même moment. Les États-Unis passent derrière les États-Unis, et plutôt derrière l'ONU, pour pouvoir tirer les ficelles dans l'instabilité qu'il y a dans la région de Grand Lac. La France, pareil, l'Allemagne, ainsi de suite. Chacune des grandes puissances qui a des intérêts ici passe par les Nations Unies pour pouvoir tirer les ficelles, maintenir l'instabilité. Ainsi, chacun tire les dividendes pour son économie, mais cependant, pour régler le problème, est-ce qu'il faut négocier avec le Rwanda? Puisque nous savons tous que la guerre a été importée de très loin, est-ce qu'il faut discuter avec le Rwanda qui ne sert qu'à faire le sale boulot? Voilà pourquoi Tshisekedi avait l'option d'aller discuter ailleurs au niveau international. D'où vient la guerre en réalité? Il faut le dire comme ça. Donc, concrètement... Et quels sont les résultats d'après vous? Donc, évidemment, on se rend compte qu'on fait du surplace. On est en train de tourner autour du pot. La situation n'évolue pas. Par contre, on va dire, ça s'est empiré un tout petit peu. Quoi de plus normal que ce serait Tshisekedi? J'envisagerais d'autres solutions du point de vue militaire. Du genre? Évidemment, écoutez, de nos jours, la situation est telle que même au niveau international, on crée l'équilibre avec l'avènement des Russes ici en Afrique, qui s'implantent ça et là. On peut créer l'équilibre en faisant des alliances avec d'autres puissances qui peuvent nous renforcer militairement pour pouvoir discuter d'égal à égal lorsque nous allons participer à ces dialogues. Mike, verbalement, nous accusons le Rwanda, l'Ouganda aussi, bien qu'il est un peu timide, mais l'Ouganda aussi en fait partie. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, Kinshasa, de rompre définitivement sur le plan diplomatique avec le Rwanda et l'Ouganda? Ça, c'est une question à $1 million. Moi, je ne saurais pas répondre. Peut-être que la ministre des Affaires étrangères pourra, parce qu'on est avec un État en guerre. Mais on souhaitera voir vos analyses. Oui, c'est ce que je dis. Les idées que vous avez par rapport à ça. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, entre être vrai et être juste, si je vous parlerai avec état d'âme, je vous dirai ce que je constate, mais je crois que c'est des questions d'ordre très sensibles. Maintenant, là, je ne vois pas quel est l'argumentaire que je vous donnerai, le justificatif du pourquoi on n'a pas rompu les relations avec le Rwanda, les relations diplomatiques. Mais j'aime une phrase de Charles Nana qui dit « La guerre de l'Est, pour mieux la comprendre, il faut toujours la mettre
dans son caractère historiciste. Si vous ne comprenez pas l'histoire, vous allez tirer chaque élément de contexte et ça nous amène dans un caractère disparate. Vous savez, c'est vrai, on va dire ici que la communauté internationale soutient cette bataille. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi la communauté internationale soutient cette bataille? Il y a une donne que j'estime socio-culturelle que les gens ignorent. Parce qu'aujourd'hui, cette communauté internationale a une forme de redevabilité vis-à-vis du Rwanda. De la même manière avec Israël. Par la Convention internationale des droits de l'homme, ils ont voué une protection totale sur toute communauté minoritaire. C'est ce qui justifie aujourd'hui les faveurs qu'on fait au Rwanda, qui a un budget composé de plus de 60% de ressources externes venues d'ailleurs, qui bénéficient des grâces ça et là. Mais derrière ça, on trouve un lien pour pouvoir faire du Rwanda un focus sur la question de la RDC. Je rappelle ici que dans l'histoire, la RDC a joué ce rôle prépondérant au niveau de la sous-région et qu'après, quand celui qui était ténor de cette relation, Joseph Désiré Mobutu, ne pouvait plus satisfaire à ses maîtres, le rapport de force a changé. Ça veut dire que... Aujourd'hui, c'est Kagame qui joue le jeu. Ça veut dire que même Kagame est en passe, parce que depuis un certain moment, le point focal des États-Unis aujourd'hui, c'est Ruto. Ruto, oui, c'est Ruto qui... Petit à petit, parce qu'il n'aime pas se salir les mains, un peu comme Mobutu, quand vous empiétez sur les démarches démocratiques, quand vous commencez à donner une image sale, quand la guerre s'externalise, quand les vraies raisons sont mises à la place publique, puisqu'ils n'aiment pas se salir les mains, ils vont se retirer, mais progressivement. Ok. C'est ça la réalité des choses. Même le Rwanda, quand vous voyez le Rwanda qui était dans la profondeur de communication, commence à communiquer à tout va, commence à parler dans le sens à tout bout de champ, c'est la preuve qu'il y a un peu de panique et un peu de désordre en interne. C'est-à-dire qu'on n'est plus sûr du parrainage et des liens qui nous maintenaient autrefois. C'est grâce à Tshisekedi. Peut-être. Je ne sais pas l'affirmer maintenant, mais peut-être, parce qu'il faut reconnaître que sa diplomatie dans la question de la guerre de l'Est était beaucoup plus tonitruante qu'avant. Ça, c'est une vérité de fait. Il a fait un effort de mettre cette question autour d'une table jusqu'au point où, sans nous, les parlements européens, les différents États alliés ont commencé à en faire une question majeure dans différents parlements, différentes institutions. Mais là n'est pas seulement le problème. Ça veut dire que, historiquement, ces rapports de force peuvent changer. Mais la question, comment le faire changer? Kinshasa est resté dans une posture d'égo. On dit, niet, on ne négocie plus parce que c'est vrai. On a négocié depuis plus de 20 ans, mais c'est généralement au nom de compromis du genre. On négocie processus DDR. Nous, en tant qu'M23, mais on veut... Ils nous imposent comment réinsérer ces gens-là. On va rester à tel endroit, on va rester dans telle zone, ne nous dérangez pas, faites ceci. Et à chaque fois qu'il y a variation, un changement d'ordre politique, ces gens-là reviennent à la charge. Parce que ce par quoi on acquiert quelque chose, c'est ce par quoi on la conserve. Si un régime change, puisque nos accords qui étaient nés avec Kabila, quand on revient, il faut remettre un rapport de force militaire pour renégocier nos termes. Et c'est ça la logique des choses. Et derrière, les tireurs de ficelle, le parrain de la guerre, continuent à bénéficier du miel. Et c'est ça le contexte. Je disais ici que dans la tripartite, on est parti parce que, fort des instruments de lobbying et du contexte, on s'attendait à ce que la médiation arrive à faire changer des positions au Rwanda. Mais le Rwanda vient vers nous avec une posture logique d'un État. Il s'est dit, sur terrain, je gagne des pas. Donc quand je vais arriver, ça veut dire que je dois dicter ma loi. D'accord. Parce que militairement, je suis en position de force. Ce qui fait que quand ils arrivent, ils se disent, OK, quel est notre plus grand objectif? Ce n'est pas seulement l'objectif du Rwanda, je l'ai dit. Le monde aujourd'hui veut voir la RDC autour d'une table avec le mouvement rebelle, négocier, trouver un compromis, un semblant de paix, parce que c'est toujours un semblant de paix. Il dit, bon écoute, de manière apparente, on nous dira, non, les M23 veulent insérer dans les postes militaires, le poste politique et autres. Mais de manière réelle, dans la réelle politique, c'est la zone de Kichanga, l'exploitation minière. Laissez-nous une firme qui le fera là-bas. Vous n'avez droit à aucune taxation, à aucune redevance. Ne venez pas mettre vos pieds là-bas. À telle zone, il y a ceci, cela. C'est généralement au nom de ça qu'on fait des compromis. Kinshasa ne veut pas tomber dans ça. C'est ce que Félix Tshisekedi refuse. Jusque-là, il a refusé. Il dit, je pense que si vous voulez de ces histoires-là, pourquoi il faut qu'il y ait un intermédiaire alors qu'on peut en parler d'État en État ou encore de puissance à État? Parce que c'est quand même des matières qui nous appartiennent. Mais le problème dans le rapport entre États, il ne suffit pas de vouloir, mais il faut avoir des arguments pour faire évoluer les débats. Ce qui fait que nous, on y va avec notre diplomatie, le Rwanda vient avec la puissance militaire. Il dit, je gagne du terrain, si vous voulez, au nom de la paix, mettez la fin à la souffrance aux Congolais. Avant vous, il y a des gens qui ont négocié,
négociez pas avec moi, mais avec le M23. Quand on lui dira, mais quel est l'intérêt que toi tu as avec le M23? Il te dira que... Voilà. Franchement, c'est la question que je me Oui, posais, il te dira que le M23, ce sont des Congolais, pour la plupart hébergés chez moi, qui aussi peuvent constituer une menace. On va vous donner une coloration, une menace pour la sous-région. Donc, si nous, on peut trouver une solution, la programmation des armements du FDLR, je crois que pour le contexte de la RDC, ce sont des mouvements congolais qui revendiquent des problèmes politiques. Il y a lieu de pouvoir les écouter. Mais la question, c'est depuis quand Kagame est devenu les défenseurs des intérêts des Congolais entre eux. C'est là où maintenant la brèche s'ouvre et vous dire que derrière ces bonnes intentions, c'est lui qui se donne la posture du garant du sous-région, c'est-à-dire l'interface directe de tout le monde, qui veut faire de leçons ici, il faut négocier avec les politiques, c'est quelqu'un qui veille au grain des intérêts d'ordre économique. Et la preuve qu'il veille au grain des intérêts des gens, c'est que son discours est adoubé par la plupart des organisations d'ordre international. Si on fait trop focus sur le Rwanda, si on veut aller vers, il faut que militairement, on soit en mesure de renverser la force et dire, écoute, votre interface ne peut plus tenir militairement, mais nous, on est prêt à vous donner faire des concessions avec les questions économiques. La même question qui a été posée, quelle est la stratégie? Comment on peut déjouer à ces jeux des Kagame? Je vais aller très simple. Puisque aujourd'hui, il est difficile stratégiquement, il est prouvé, de pouvoir imposer de l'artillerie lourde dans les zones occupées, parce que c'est nous qui perdrons doublement. Quand une guerre asymétrique ne se gagne pas forcément comme ça. Puisque la RDC est le seul État qui subit les affres de la guerre, puisqu'aujourd'hui il est établi par différents rapports que le Rwanda soutient, et qu'aujourd'hui, par les dynamiques sous-régionales, on s'est rendu compte que le Rwanda se fait parrain, ou Kagame se fait parrain du M23, en tant qu'État, on a le droit de se comporter comme un État voyou, de par notre politique extérieure. Comme un État voyou, hein? Prenons le FDLR, c'était un mouvement qui n'existe plus. Bon, le FDLR, on va justifier encore le prétexte du Rwanda. On est en tant qu'État, tel que le Rwanda le fait, imposer une guerre à Gisenyi. Si on tire 2, 3, 4 fois, 2 mouvements, il dit, bon écoute, vous nous imposez de discuter avec le M23, discuter aussi avec, par exemple, les appels sales. Lui, il va dire au M23, quand vous allez, voici le terme des références. Il faut négocier ça, ça. Nous aussi, on dit à nos mouvements rebelles. Quand vous arrivez, voilà les termes des négociations. À part égale, on vient sur une table, on dit, vous vous retirez de chez nous, nous nous retirons de chez vous. Il faut jouer à son jeu. Israël nous a prouvé à suffisance. suffisance. Il faut les armer. Tout ça, c'est de l'argent. Vous savez, on est classé quantième en Afrique. Est-ce que le Congo a un problème de logistique? Logiquement, notre armée est plus puissante que celle de... Est-ce que nous, on a un problème de logistique? Non. C'est plutôt là où je peux rejoindre ton point de vue, c'est qu'il faut perfectionner le renseignement parce que c'est le plus grand de travail qu'il faut faire à l'extérieur. L'infiltration, il faut commencer par là. Il faut qu'on arrive ici à créer un rapport de force. Il nous impose une guerre, il est dans la profondeur stratégique. Le rapport de force semble être inévitable. C'est inévitable, surtout quand on sait que c'est une guerre où il y a un menu fretin devant, mais derrière il y a des baleines et des gros poissons. C'est-à-dire qu'il faut commencer par effacer d'abord l'interface, un peu comme on a fait avec Joseph Désiré Mobutu, par le soutien des autres, et qu'aujourd'hui on s'est dit, bon écoutez, vous misez sur le Rwanda ne peut pas militairement tenir face à nous, maintenant on est prêt à négocier, jouer ce rôle-là. Qu'est-ce que vous voulez chez nous? Oui, il faut s'imposer, il faut jouer son jeu. S'imposer. Et je crois que comme il est dans la profondeur stratégique, jouons à ces jeux-là, allons dans la profondeur stratégique, imposons une guerre au Rwanda, qui n'est qu'une infime partie du territoire congolais. 2, 3, 4 fois, 2 chaos. C'est vrai que le monde nous dira c'est une minorité, les gens voudront venir à sa rescousse. Mais je crois que dans la profondeur stratégique, on saura comment négocier parce qu'aujourd'hui, les portes des différents salons au niveau international nous sont ouvertes. On viendra avec arguments et présenter que cette guerre a assez duré. Les intérêts que vous pouvez prendre là-bas, nous, on peut vous les donner. Comme vous les preniez à l'époque de Joseph Désiré Mobutu. D'accord. Alors, l'insécurité à l'Est, la guerre. Il y a des zones occupées. Les opposants, je cite ici, c'est Sandra qui dit clairement qu'au regard de tout ça, il n'y a pas lieu de changer encore, de réviser la Constitution. Mais vous et moi savons que les régimes pensent soit changer, soit réviser. Vous avez fustigé sur ce plateau ce qui se passe à l'Est. Vous aussi, c'est Traoré. Ne voyez-vous pas que c'est Sandra pourrait avoir raison. Vu l'urgence, vu la situation, est-ce qu'il faut parler révision? Est-ce qu'il faut parler plutôt changement? Alors que Bunagana est sous contrôle, alors que le M23, comme vous avez reconnu, continue à gagner du terrain. La question est, est-ce que le moment est opportun? Est-ce qu'il faut parler changement? Vous avez suivi l'essence de ma question. Est-ce qu'il faut parler révision? Vous avez bien suivi ma question, cher Sissi.
Elle est si simple que ça. Déjà, j'ai dit souvent dans de nombreux plateaux où j'ai circulé, c'est que on devrait taire ce débat. C'est vraiment une question dont on aurait pu faire l'économie. La question de est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est le moment? Nous sommes comme en face d'un vide. Légalement, il n'est pas établi quand est-ce qu'il faut parler révision, quand est-ce qu'il faut parler changement de constitution. Donc, on a mis à dépend, votre disposition les éléments. Ici, ça dépend. Ouais, justement, on regarde ça les dépend, sécurités ça dépend de la civile. bonne foi des acteurs. Ça dépend maintenant de l'éthique de chacun. Puisque légalement, personne ne viendra dire tel est le bon moment, telle est l'opportunité. Qui est juge de l'opportunité de quand est-ce qu'il faut changer de constitution? Qui juge de l'opportunité? Qui est le juge du moment qu'il faut? Il n'y en a pas. Face à ce vide, on fait maintenant recours à la bonne foi des acteurs majeurs. Les acteurs majeurs, c'est d'un côté le peuple souverain et de l'autre les dirigeants politiques. Donc ils peuvent utiliser ou impliquer leur mauvaise foi. Attendez. Pour s'imposer par rapport aux désirs qui sont leurs. Laissons-moi évoluer. Je vous ai dit qu'on avait un vide. Et effectivement, on a un vide. Le momentum n'est pas précisé par ni la loi, ni l'histoire même. Ça peut arriver que l'on change de constitution n'importe quand. Bon, si il y a eu des intentions de cette nature de la part des autorités politiques, je vous ai dit ici qu'il y avait deux acteurs majeurs. Si l'un des acteurs, qui est le consortium des autorités politiques, ce sont des acteurs dans la décision à prendre. De l'autre côté, c'est le peuple qui est le souverain. Si l'un des acteurs en montre l'envie, eh bien, il y a un autre qui est censé décider en dernier ressort, qui est le peuple. Parce que si on décide de rentrer dans les textes ici, on va se fourvoyer. Il n'y a rien dans le texte, il y a un vide en ce qui concerne le moment et l'opportunité. Parce qu'il y a des questions de ce genre qui vont se poser. Quelle est l'opportunité? Comme on est dans un vide. Vous et moi sommes Congolais. Attendez, laissez-moi chuter quand même. Cher Guélor, s'il vous plaît. Je vous relance, s'il vous plaît. Je suis en train de répondre à la première question. S'il vous plaît, cher Sissi. Je disais que tous sommes Congolais et nous savons comment est-ce que les choses se présentent ici au pays. Nous avons dit ceci. Vu la situation de l'Est, les sécurités, la guerre, l'occupation, comme vous le savez. Votre point de vue en tant que Congolais, pensez-vous qu'on peut parler constitution maintenant ou bien il faut d'abord trouver solution à la situation de l'Est? D'après vous, en tant que Congolais, si c'est travail. Très bien. Vous demandez d'apprécier. Mais je vous dis que mon amphi... En tant que Congolais, oui, ça compte. Justement, mon souhait ne changera pas la décision des autorités politiques si elles ont déjà décidé d'enclencher le processus. Voilà pourquoi j'ai fait allusion au deuxième décideur, parce qu'il y en a deux. Le deuxième, c'est le peuple, c'est lui le souverain. Vous voyez, si les autorités politiques décident d'y aller, évidemment, le peuple peut barrer le chemin. Mais comment le peuple va-t-il barrer le chemin? C'est seulement si on le questionne. Vous voyez, nous sommes dans une situation où on n'est pas censé nous cramponner dans les textes, parce que le texte ne dit rien à la matière, c'est vide, il n'y a rien. Donc, on recourt à la bonne foi. À comment dire, je veux dire à la probité de chacun des acteurs. La question c'est est-ce le moment? Si vous lui dites que ce n'est pas le moment, attention, c'est un acteur politique. Pour ses intérêts, il peut vous dire non, c'est le moment. Étant donné que ce n'est pas interdit. Le moment n'est pas bien précis. Donc on peut y aller. Mais maintenant, qui viendra décider en dernier ressort? Évidemment, c'est le peuple. La question, c'est ça, on réfléchit bien évidemment. Mais c'est ça, on oublie de dire que ça n'est pas clairement prohibé de procéder au changement de constitution à tel ou tel moment. Et que par conséquent, s'il y a intention de vouloir changer de constitution, qui peut en décider en dernier ressort? C'est seulement le peuple. Pourquoi c'est ça, on ne dit pas qu'il faut questionner le peuple? Pour qu'on coupe court le débat. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt, dès l'entame ici, qu'on pouvait faire l'économie de ce débat. On pouvait vraiment faire l'économie de ce débat. Le débat ne pouvait même pas avoir le temps de passer la parole à Mike Lidiana, qui... J'ai vu qu'il la réclame. Pas du tout, hein, parce que qui va également émettre un point de vue. La question, vous en avez, c'est par rapport à la situation de l'Est. Vu la configuration, vu les temps, vu ce qui se passe à l'Est, et bien sûr, est-ce qu'il y a lieu de parler constitution en termes de changement ou révision? Posons d'abord le base, c'est que l'action de l'État n'est pas unilatérale.
L'action de l'État n'est pas suspensive. Ça veut dire que si on veut s'occuper de la question de l'Est, on arrête de s'occuper d'autres questions. Là n'est pas le problème. L'État est transversal, peut à la fois, pendant qu'on règle la question de l'Est, on parle des questions de réforme constitutionnelle, on parle des questions d'amélioration de social, c'est ça le travail de l'État. Mais, quand Sesanga dit qu'il n'y a pas opportunité, il y a deux aspects qu'il faut prendre. Juridiquement, il a raison. En matière de droit, il n'y a pas opportunité. Et cette opportunité est définie par l'article 219 de la Constitution. On ne peut parler de révision, encore moins que le changement, on n'en parle pas, pendant l'état de siège, état d'urgence. Et juridiquement, c'est aussi clair que ça. Ça veut dire que c'est une question inopportune sur le plan de droit. Dès lors qu'on parle de changement. Non, mais on parle de la révision d'abord. Si on ne peut pas parler des... Non, attends. Si on ne peut pas parler des révisions... La révision qui impose certaines conditions. Si on ne peut pas parler des révisions pendant l'état de siège, ça veut dire que le changement qui est un dérivé encore un peu plus poussé n'a pas lieu d'être. Ok. Non, posons le base. Si, le chef de l'État parlait de réécriture sinon c'est de l'anarchie. Sinon c'est de l'anarchie. La réécriture ne peut pas dire révision. Sinon ça sera de l'anarchie. Qu'il évolue, s'il vous plaît. Oui. Ne nous amenez pas La dans un débat tolérance, il sémantique. est dans son temps, oui. La réécriture d'une nouvelle constitution, ça veut dire changement. Ça, c'est pas un débat. Vous voulez mettre quelle sémantique vous voulez mettre? Ça veut dire que si le législateur a pensé qu'il y a de contextes assez particuliers où on ne peut pas parler de modification de la loi fondamentale pour la révision qui est prévue dans la Constitution, c'est la vaut pour le changement qui, du reste, est supra à cette question-là. On va arriver sur la question du changement. Okay. Donc, en gros, quand les gens entendent ce sang à parler de l'inopportunité et de la révision et du changement maintenant, ils se fondent sur la Constitution elle-même. L'article 219, dans le contexte qui est le nôtre, nous interdit d'aborder ces dimensions-là. Mais maintenant, dans la dimension politique, c'est là où il y aura un vrai débat, une vraie question. À quel moment? Parce que dans la configuration de l'État, il y aura toujours des éléments, des opportunités qui feront un lien avec les considérations d'ordre politique. Vous savez, c'est vrai que la Constitution n'a pas prévu son mécanisme de changement parce que, connaissant la culture et la mentalité politique, si vous donnez la brèche pour changer la Constitution, et surtout, je répète, la Constitution n'a pas parlé du changement parce que il y a des matières verrouillées. Les deux questions verrouillées, c'est la forme de la République et le mandat, parce qu'on a estimé que ce sont de base, l'âme de la Constitution qu'il ne faut pas toucher. Vous pouvez toucher à tout, sauf à ça, tenant compte de la culture et de la mentalité politique. Vous donnez à un politique congolais la possibilité d'échanger la Constitution, de réinitialiser l'ordre constitutionnel, et il le fait après chaque 10 ans. À chaque fois, ça ne lui arrangera pas, il change. Or, le danger dans ça, ce que dans la loi, c'est que quand vous réinitialisez l'ordre constitutionnel, tout repart à zéro. Je vais prendre un exemple extrême aujourd'hui. Table rase, oui. Vous faites table rase, vous changez une nouvelle constitution aujourd'hui dans l'ordre constitutionnel, vous donnez la possibilité même à Kabila de venir compétir pour la présidence de la République. Est-ce que vous pensez que c'est le point de vue de Congolais? C'est partagé par les Congolais. Entre guillemets, chacun va répondre de son côté. Et donc, aujourd'hui, moi, je n'ai pas un problème. Le deuxième volet au-delà de ça, c'est que, puisqu'il s'agit d'une loi faite par les hommes, et qu'il y a un principe essentiel que les juristes ne vont pas ignorer, c'est qu'on dit, le fait précède le droit. Le droit naît de fait. S'il y a un fait qui justifie le fait qu'il y a, qui est changement, je ne pense pas qu'un politique ou un juriste viendra s'y opposer. Mais la question maintenant, c'est que, de qui doit naître ce fait-là qui va justifier les changements de la Constitution? De l'élite, bien sûr. Mais comment? Posez-nous ces faits-là avec argument, avec contenu. La question, c'est que si on veut changer la Constitution aujourd'hui... Il veut nous ramener au référendum, c'est Gravisi. Hein. Non. Le référendum, c'est la délibération. Mais vous nous amenez à la délibération, pourquoi? Gelor, belle question. Est-ce que je peux vous faire un examen? Je vous dis, viens faire un examen sans que je vous donne le contenu. Comment je vous évalue? Ouais, je comprends le contexte. Je vous cote comment? En fait, les seuls problèmes, c'est qu'aujourd'hui, c'est là où il dit il pouvait faire l'économie. Oui, je suis d'accord. La meilleure des façons de faire les choses pour le pouvoir, c'était le chef de l'État devrait réunir. Il a autour de lui, j'ai vu même qu'il y a la dynamique des constitutionnalistes de la RDC qui sont avec lui, avec les tauliers de la Constitution, le professeur Évariste Bouchard et les autres. Faire un travail de fond. Commencer par analyser le contexte de gouvernance de la RDC, nous produire un draft, l'imposer à un débat public. C'est alors que dès lors que la population trouve l'intérêt et dit écoute, nous on a envie de ces promotions, on a envie de changer cette constitution, on va au référendum avec contenu, avec objectivité. Mais pas... Là ça paraît, c'est un peu creux. Hein. Non, regarde, c'est un contexte exceptionnel.
aller dans le changement de la Constitution, c'est un contexte exceptionnel parce que c'est une question qui n'est pas évoquée dans la Constitution. Il parle de mécanismes de révision, mais pas du changement. Mais c'est une loi faite des mains des hommes. Donc le contexte est exceptionnel. Et puisque le pouvoir, en dernier ressort, est donné à la population souveraine, il ne faut pas imposer, il faut convaincre. Imposer un débat des contenus. Proposer, voilà pourquoi on veut changer la Constitution. Si vous posez cette question-là, personne ne sera en mesure ici avec argument. J'ai vu le VPM de l'intérieur, en plein briefing, balbutier comme pas possible. Ah, j'avais suivi l'émission. Il avait reçu une question de Peter Tselli. Balbutier comme pas possible. Le VPM était complètement perdu. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire que c'est ce que je n'avais pas reconnu. C'est ce que je dis. Pourtant un juriste brille. Chabani. C'est pour vous dire que qui se conçoit mal s'exécute mal. Vous savez, moi qui vous parle, si vous me posez la question, vous me demandez à moi de vouloir les changements, je l'ai dit toujours, il y a, surtout même dans la forme de la République, il y a des éléments que moi je trouve du mimétisme qu'il faut changer. Et s'il faut changer à ces histoires-là, ça veut dire qu'il faut toucher aux matières verrouillées, du coup, il faut tout changer. Mais ce n'est pas mon débat. Quand vous voulez y aller, la forme la plus élevée de l'action. Tiani avait posé aussi non, mais papa, c'était trop direct. Il n'avait pas laissé le temps au ministre de réfléchir par deux fois. Non, mais la question est directe. Commence à réfléchir. Il interférait. Non. En fait, la forme la plus élevée de l'action, c'est la réflexion. Je pense que la meilleure de travail, le chef d'État devrait réunir des intelligences en interne. Il en a beaucoup. Revoir et apporter une approche comparative sur la forme de la République, nous revenir avec un contenu cette fois-là, après l'institutionnaliser. Par exemple, la commission qui dit qu'il mettra en place 2025, cette commission aura un draft et ne sera pas s'éparpiller sur des orientations, parce que le danger dans ça, c'est que quand on arrivera dans cette commission, chaque politique, chaque acteur majeur autour de lui voudra tirer les draps de son côté. Par exemple, Jean-Pierre Bemba, quand vous parlez de changement de la Constitution, il peut n'être d'accord que, parce que pour lui, ça sera un enjeu pour enlever les éléments qui lui empêchent aujourd'hui d'être éligible au niveau de la présidence, parce que ça, on sait que c'est son plus grand objectif. La loi électorale a tenté de vouloir corriger, mais il sait que c'est une loi secondaire qui ne pourra pas résoudre. Et que donc pour lui, ça serait inhumain de lui donner la possibilité d'être encore rééligible. On a tenté par la loi électorale de donner un caractère prescriptible à certains mandats qui limitent le droit politique, mais beaucoup se sont opposés. Ils peuvent tenter de vouloir le faire par la Constitution. Pour éviter les considérations personnelles dans la réflexion sur cette Constitution-là, il devrait, lui, en tant que garant porteur du projet, nous proposer un draft et les autres viendront pour bonifier les orientations. Dans ces moments-là, moi, changement aux constitutions, tant que ça répond au problème de la RDC... Je vous reviens pour la chute, je n'ai pas de problème. Pour la conclusion, pour la fin. Je n'ai pas de problème. Mais le problème, c'est quoi les contenus? Alors, si c'est... On n'a plus de minutes. On nous fera savoir qu'il nous reste 4 minutes. Vous aurez 2 minutes chacun. En guise de conclusion, mais je vous laisse quand même avec une question. Qu'est-ce qui fait que le régime n'arrive pas à convaincre par rapport à ces projets de changement ou la révision? Apparemment, si vous suivez les classiques de ce régime, ils n'ont pas assez de discours convaincants pour pousser à la population d'adhérer, d'admettre pour preuve. Il a illustré le point de presse du ministre de l'Intérieur, du VPM de l'Intérieur. Jean-Pierre Bemba, ôtez la question. J'avais suivi personnellement, très sincèrement, j'ai été perdu moi aussi. Mais sinon, en guise de conclusion, vous avez la parole. Écoutez, il s'agit des questions, au moins on est d'accord que, j'ai réalisé qu'avec Mike on est d'accord sur plusieurs points, notamment sur le fait qu'il n'y a pas des juges établis de l'opportunité de quand est-ce qu'il faut changer de constitution, et que pour qu'il n'y ait pas confusion, on parle bien du changement de la constitution et non pas de la révision. Donc il ne faudrait pas que dans le débat que l'on évoque la révision, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc on parle directement du changement. Et puis maintenant, à part ça, il y a l'aspect, vous dites que le régime n'arrive pas à convaincre. Je ne suis pas sûr qu'on est d'accord sur cet angle. Non, je n'affirme pas, c'est une question que je pose. C'est l'impression que ça fait, nous avons comme l'impression. Je ne sais pas, c'est votre entendement. C'est ce qu'a dit Gard. Tout à fait, chacun a son entendement. Il faut les éléments convaincants. Fait ses observations. Bon, maintenant, puisque Tshisekedi a comme, comment dire, précédé ce questionnement-là, c'est lui qui a annoncé qu'il mettra en place une commission ou un comité. Je crois que cette commission aura ça pour objectif, d'élaborer comme un draft et de venir dire au peuple le pourquoi de la volonté de vouloir changer la constitution. Ce sera ça justement le travail de la commission. Mais est-ce qu'il faut demander à ce que l'on vous donne le pourquoi avant même que cette commission soit instituée? Parce que ce sera ça le travail de la commission. Il a parlé des orientations. Pourquoi engager un débat s'il n'y a pas de contenu? C'est avec vous qu'on va finir. Non, mais je peux poser la question. Il posait les questions pendant que j'ai parlé. C'est un débat. C'est pas une la commission qui devra être mise en place en 2025. Ce sera ça son travail.
d'élaborer comme une sorte de draft, de venir présenter au peuple et dire au peuple, vous voyez pourquoi on veut changer, voilà ceci, voilà ceci, voilà cela. Ce sera ça le travail. Mais ce n'est pas le moment maintenant là, parce que la commission n'a pas encore été instituée. Mais Bon, on maintenant, engage quand même les débats. Je reviens maintenant à ce que... oui, mais justement, écoutez, le chef de l'État a quand même ouvert la brèche. C'est tout à fait normal que le peuple s'emballe, que tout le monde, les intellectuels, les autres s'emballent. Le débat qui est actuellement là engagé, c'est un débat de sourds. C'est pas le chef de l'État qui l'a institué. Le chef de l'État a annoncé qu'écoutez, j'ai l'intention, je vais même instituer un comité c'est ça, dans le but, Mais c'est ça, engager un attendez, débat. justement, dans le but, mais écoutez, C'est ça, engager un débat. nous sommes, non, écoutez, nous sommes dans un état de droit. On chute, Vous c'est pouvez librement chacun épiloguer sur une question soulevée par le président de la République. Si on engage un débat dans ce sens-là, c'est pour justement affirmer qu'il y a liberté d'expression. Tout le monde peut interpréter à gauche Merci et à d'être droite à sa venu. manière. Cependant, laissez-moi conclure. Qu'est-ce que Non, la télé, qu'est-ce c'est que le temps, vous êtes savez, on a plus de incisif. minutes. Rapidement. J'étais en train de... Pour conclure, la question du changement de la Constitution, puisque nous sommes tombés d'accord que personne ne peut l'interdire au souverain primaire, laissez quand même l'autre acteur majeur, puisque j'ai dit tantôt qu'il y en avait deux, qui peut inviter le peuple à se prononcer. Le seul ne serait-ce que intenter ou ouvrir le débat, à inviter le peuple à venir se prononcer. Et en invitant le peuple, lui-même prendra soin de dire au peuple le pourquoi de vouloir changer la Constitution. Merci beaucoup. Et le peuple se décidera. Merci, Cissé. Mais, pour répondre à ce que Mike disait tantôt, que si la Constitution laissait une brèche au sein d'elle, comme quoi, après autant d'années, vous pouvez changer de Constitution, mais ça ne dépend pas de la simple volonté des acteurs politiques. Ils peuvent vouloir le changer, mais c'est le peuple qui décide au finish. Merci Donc, beaucoup. Peu importe la volonté de l'acteur, mais parce que le souverain c'est le peuple. c'est Merci celui-ci qui va d'être conclure. venu, Cissé Traoré. Merci, cher Guélor. C'était pour nous un honneur de vous recevoir. Gardi, en guise de conclusion. En deux minutes. Je crois que d'abord, de un, si il n'y a pas deux acteurs majeurs sur la décision en matière de révision ou changement de la Constitution. Changement de la Constitution, il y a un seul acteur majeur, c'est la population. Elle ne s'invite pas quand même. Non. Vous souffrez. Il y a trois acteurs qui peuvent initier la question, mais la décision finale, c'est la population. C'est la seule qui a la décision majeure. Deuxièmement, Quels sont les trois acteurs? le Parlement réuni en Parlements, Congrès, le chef de Mais ce sont l'État les acteurs, et la ça population. fait un seul, ça fait des acteurs politiques d'un côté. S'il vous plaît, il chute. Il est dans son temps, de toute manière. Oui. Bon, en fait, je disais ceci. Sur la question, encore une fois, je reviens. Vous savez, ça ne sert à rien de banaliser une question comme la Constitution. Je répète, et vous verrez qu'on n'est pas d'accord avec Cissé Traoré sur bien Personne la n'a question. banalisé, hein. Donc, Parce que ça- non, lui, il voulait le faire croire qu'on partageait des points de vue. En fait, la grande question, c'est qu'aujourd'hui, Cissé nous veut faire croire qu'on peut dire « je veux changer la Constitution », laisser les gens pérorer pour venir se décider après. Je ne sais pas, c'est pas mon école, ça. J'ai toujours dit la plus grande forme de l'action, c'est la réflexion. Quand vous parlez de la question de la République, la première des choses, c'est qu'il faut engager une réflexion, proposer pour engager un débat de fond et puis revenir. Quand le débat n'est pas un débat de fond, c'est là où vous donnez le pas aux gens de pérorer et de donner une coloration d'ordre politique. Ça nous empêche, à nous, de pouvoir trouver le vrai raison en interne de ce changement. Or, quand je viens, je dis, je vais prendre un exemple. Je ne sais pas, il va s'en approprier peut-être. Je suis Félix Tshisekedi, j'ai quand même un nom. J'ai eu beaucoup de combats pendant les premiers mandats. Je suis mon deuxième quinquennat. Il me reste encore, je crois, un peu plus de 3 ans. J'ai envie d'avoir tous les moyens de ma politique pour pouvoir laisser ces noms sur le Panthéon en résolvant le problème des Congolais. Et que j'estime que la forme aujourd'hui de la République, je prends un exemple. Je vais aller dans la réduction des trains de vie de l'État. Et qu'il me faut supprimer, par exemple, le Sénat qui est budgétivore et dont les relations ne marchent pas. Or, la question du Sénat est directement liée à la forme de la République. Pour le toucher, il faut déverrouiller. Or, puisqu'on n'a pas prévu le mécanisme de déverrouillage, on a créé le mécanisme d'autodestruction. Ça veut dire qu'il faut carrément changer. Ça, c'est une réflexion à la va-vite. Ok. Mais le problème, c'est que la moindre de choses, c'est, écoutez, Banamaï, ici, à ce niveau, ici, on a eu telle difficulté parce qu'il y a ça, ça. Quelle est la forme qui nous convient le plus? C'est ça, on réfléchit, ok, maintenant, comment faire pour que notre politique soit implémentée? On arrive, on dit, écoute, cher peuple, parce que c'est vous qui avez la dernière décision, voilà ce qu'on pense faire. Il y a des contraintes, oui, c'est comme je dis ici, juridiquement, il y a une opportunité, que ce soit pour la révision, pour le changement, ça s'appelle l'article 219, et lui-même il le sait, c'est pourquoi il attend 2025, question de lever cet état de siège pour pouvoir aller dans ces dynamiques-là. Donc ça, il n'y a pas débat.
Juridiquement, il y a une opportunité pour le 2. Maintenant, il s'est dit après, écoute, je veux aller vers les changements, mais voilà ce que je vous propose comme contenu de la Constitution pour résoudre tel problème. Ça évite d'emballer les gens, ça évite des débats stériles, ça évite des préjugés et ça permet aux gens d'entrer dans un débat de fond. Or, il est difficile d'établir de jugement de valeur quand il y a un débat de fond. Mais maintenant, là, tout le monde se pose la question, il dit, papa, Tozaki a un mandat Moubimba. Et moi, je l'ai toujours dit, je le répète, je pense toujours que s'il y avait lieu, s'il y avait intelligence des situations autour du chef de l'État, le meilleur moment pour aller dans la dynamique du changement de la Constitution, c'était au sortir du conflit FCC-Cash. S'il y avait intelligence, vous pensez que... Non, je dis intelligence des situations. Les intelligences, il m'a plein, il ne faut pas me donner cette prétention. L'intelligence des situations, c'est savoir détecter les événements et s'en servir. Au sortir du conflit FCC-Cash, un peu comme la France de 2008 entre Chirac et Mitterrand, on s'est dit, dans cette forme, on ne saura pas implémenter une politique, il faut changer certaines choses. Et il était à son premier mandat, ça sera moins de débats. Ça aurait été mieux. Exact, ça serait le meilleur prétexte. C'est la fin. Donc, je chute quand même. Il chute aussi, il a pris dans mes temps. Donc aujourd'hui, on veut bien. Par exemple, moi, je suis ouvert. Pour les autres, on ne veut pas parce que les considérations politiques, on connaît l'homme politique africain, quand vous lui donnez la main, il prendra le bras, il voudra autre. Moi, je ne sais pas prêter les intentions au chef de l'État, mais moi, tout ce que je demande, par ouverture d'esprit, c'est donnez-nous le contenu, comme ça on va discuter calmement et savoir quelle est la pertinence du changement ou pas. Merci d'être venu. Merci Traoré. On va vous retrouver prochainement. C'est la fin de l'émission. Bon week-end à vous. On vous retrouve le lundi, ça sera pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Demain, ça sera la rediffusion de ce même numéro, aux alentours des 10h. Non, 9h, hein, Alain. Demain, c'est à 9h30. N'est-ce pas? Ce numéro, vous allez le retrouver encore demain à 9h30. Comme j'ai dit un peu, le liste sera pour un nouveau numéro, mes invités, merci. Et les internautes, abonnez-vous à Nespresso Télévision, abonnez-vous à la RTV. C'est pas film en Kanda, infiniment merci à toi. Et voilà, c'est la fin. À la prochaine.